Alors, au cours précédent, j'ai essayé d'esquisser, et nous n'en avons pas fini, les grandes caractéristiques du Paléolithique. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la période qui suit immédiatement, à savoir le Néolithique. Alors, comme ce sont vos premiers cours de première année, j'explique un petit peu comment je procède. Donc, vous avez un plan devant les yeux, que j'ai rédigé pour vous. Il faut savoir aussi que lorsque je donne cours, je définis toujours l'objectif ou les objectifs que je vise. Je définis toujours aussi la problématique, très important. Quand vous-même vous allez faire des leçons devant vos étudiants, vos élèves plutôt dans l'enseignement secondaire, il faut toujours avoir des objectifs quand vous enseignez. Il faut que votre leçon ait du sens. Voilà. Donc, nous commençons maintenant. Alors, la leçon d'aujourd'hui porte sur la technique et l'artisanat du 5e millénaire au 1er millénaire avant notre ère. Alors, première chose à noter, c'est que cette période est tout à fait cruciale pour comprendre l'évolution de l'humanité. Entendons-nous bien, la chronologie n'est pas tout à fait la même si l'ordre est respecté dans le temps, dans les différentes régions de la planète. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je tiens à vous indiquer l'importance de cette période, qui est vraiment tout à fait essentielle, comme je viens de le dire. C'est la première, même si le terme paraît un petit peu forcé, la première révolution industrielle, donc bien avant celle du XVIIIe siècle. Si l'on prend, bien sûr, le terme industrie dans son sens premier, qui est activité liée à la technique. Ensuite, le deuxième objectif que je vise est de vous montrer que, en histoire, les discontinuités ne sont pas aussi importantes qu'elles peuvent apparaître dans les manuels scolaires. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que dans les manuels scolaires, vous avez des chapitres qui se succèdent et on a l'impression que les différentes périodes qui vont être étudiées ont des caractéristiques propres qui fait que l'on passe comme ça d'une période à une autre. Or, en histoire, tout est transition, tout est continuité. Il n'y a pas de rupture véritablement entre le paléolithique, c'est-à-dire l'époque des chasseurs-cueilleurs, et d'autre part le néolithique, c'est-à-dire l'époque des agriculteurs et des éleveurs. Limite de mon exposé. Le titre porte sur la technique et l'artisanat. Il y a toutefois deux secteurs qui ne vont pas être envisagés ici, parce qu'ils feront l'objet, dans une leçon ultérieure, d'un chapitre et d'un propos beaucoup plus développé. Il s'agit de l'agriculture et de l'élevage. Or, l'agriculture et l'élevage font également appel à la technique. Lorsque l'on cultive la terre, on utilise des outils aratoires. Donc, la technique a son importance. Par exemple, ici, mon propos va porter sur 4 aspects qui me semblent essentiels pour cette révolution entre guillemets néolithique. Le premier aspect que je vais étudier avec vous, c'est la poterie, ou plus exactement la céramique, parce que le terme poterie peut
être ambigu, dans la mesure où il laisserait penser que cette technique se limite à la fabrication des pots. Or, la céramique, c'est quelque chose de plus large. Ensuite, je vais étudier avec vous l'évolution de la confection des vêtements. Dans un troisième temps, la naissance de la métallurgie. Et enfin, pour terminer, la roue. Donc, ce sont les 4 points que nous allons envisager ensemble aujourd'hui. Alors, la poterie. Quelques éléments de chronologie et de localisation. Déjà, dans la définition que je viens de vous donner, vous avez bien compris que la céramique ne se limite pas à fabriquer des pots. Donc, le terme poterie a quelque chose d'un petit peu gênant, surtout si vous devez enseigner cette matière à des élèves de première année de secondaire. En fait, la céramique, c'est l'utilisation de matières que l'on va façonner et qui peuvent servir, entre autres, pour fabriquer des figurines à partir de la terre cuite, puisque dans les deux cas, il s'agit de terre cuite, qu'il s'agisse de la fabrication de pots ou de petites statuettes, il s'agit de terre cuite. Évidemment, si vous taillez une figurine dans de la pierre, ça ne renvoie ni à la céramique ni à la poterie, c'est le bon sens. Voilà. Alors, la poterie ou la céramique remonte bien avant le néolithique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans mon introduction, je tiens à vous montrer les continuités et ne pas trop insister sur les ruptures qui sont souvent artificielles et qui ont pour objectif de faire passer pédagogiquement un propos devant des élèves. Donc quand on parle de révolution néolithique, oui, il s'agit d'un bouleversement dans l'histoire de l'humanité, mais un bouleversement qui s'étend sur plusieurs millénaires. Donc ça n'a rien à voir avec la Révolution française qui se passe sur une période très courte. Entendu? Donc la notion de révolution est une notion qui est relative. Cette notion de révolution, d'ailleurs, vient de l'astronomie, et quand on parle de révolution des planètes, eh bien, c'est la durée que prend une planète pour faire un tour complet autour de son astre, à savoir le Soleil. Alors, donc, la céramique naît vers 25 000 avant notre ère dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. On a effectivement trouvé des petites figurines dans l'État tchèque et 7000 ans plus tard, on trouve, alors là non plus des figurines, mais franchement de la céramique, de la poterie en Chine, donc vers 18 000 avant notre ère. Je dis bien dans une société de chasseurs-cueilleurs. Ces pots, d'ailleurs, ont un fond qui est pointu, ce n'est pas un fond plat. Aux environs de 14 000 avant notre ère, on trouve également des pots, donc de la céramique au Japon. Et ce n'est que bien plus tard, 3 millénaires après l'invention de l'agriculture et de l'élevage, et je dis bien invention, ce n'est pas une découverte, c'est une invention d'être humain, que l'on va inventer la poterie, donc dans des sociétés
d'agriculteurs-pasteurs. Donc vous avez bien retenu l'idée principale, c'est que la céramique existe déjà dans les sociétés d'agriculteurs, de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire à l'époque du Paléolithique, donc avant l'époque du Néolithique. Donc là, vous avez bien noté la continuité. Maintenant, sur le plan technique, comment procède-t-on? La première chose, c'est qu'il faut, à partir de cette terre qui n'est pas encore cuite, l'argile, par exemple, ou surtout, on va d'abord modeler ce matériau pour lui donner une forme qui corresponde aux besoins. La fonction d'un pot est d'être un récipient, autrement dit un contenant dans lequel on va mettre un contenu. C'est une lapalissade, mais c'est des choses qu'il faut quand même avoir très clairement en tête. Donc un pot est destiné à avoir quelque chose à l'intérieur. Alors, comment va-t-on modeler? Alors, au début, on peut prendre de la terre, donc de l'argile, et là, on peut, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas donner quelque chose de très intéressant, on va modeler avec ses mains. Mais très rapidement, on va utiliser une technique qui est plus adéquate, c'est la technique en colombin. La technique en colombin consiste, à partir de la base, à partir du fond, de mettre des boudins en cercle les uns sur les autres. Alors vous pouvez avoir des boudins plus petits, plus grands, ça dépend de la forme que vous voulez donner donc à votre pot. Donc ce sont tous des boudins. Et puis on va les lisser. Et c'est au IVe siècle avant notre ère que sera inventé le tour du potier. C'est quoi le tour du potier? Eh bien, c'est une machine, entre guillemets, un procédé qui consiste à agir avec vos pieds pour faire tourner une plateforme qui est au-dessus, et vous avez donc la terre que vous allez façonner avec vos mains en faisant tourner justement cette plateforme très vite pour avoir quelque chose qui soit symétrique. Voilà. Ça, c'est donc la technique pour fabriquer. Mais une fois que vous avez votre pot qui va pouvoir contenir, devenir le récipient que vous souhaitez, il faut évidemment cuire, parce que si vous ne cuisez pas, vous allez avoir de l'argile qui ne va pas tenir évidemment longtemps, ça va se casser très rapidement. Donc, il va falloir un procédé de cuisson. Alors, le procédé de cuisson est le suivant. Il faut trouver des températures égales ou supérieures à 600 degrés centigrades. En dessous, le pot va casser très vite. Alors, comment faire? Eh bien, le procédé qui est utilisé, c'est de mettre le pot sur des branchages et on l'entoure de broussailles, de brindilles auxquelles on met le feu pour avoir une température quand même élevée, 600 degrés, c'est quand même pas rien, pour que le pot chauffe et devienne donc dur. Longtemps
longtemps, on a pensé que la poterie avait été inventée par les agriculteurs et les pasteurs, parce qu'on associait ça à la sédentarité. On se disait, mais c'est pas possible que des chasseurs-cueilleurs aient inventé, en tout cas utilisé des pots, puisque c'était des nomades. Ils bougeaient d'un endroit à un autre. Donc les pots risquaient de se casser très facilement. Or, en fait, on a pu, grâce à une chronologie assez fine, on est parvenu à dater, et comme je vous le disais tout à l'heure, dater ces pots et se rendre compte qu'ils dataient de sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc antérieures au néolithique. Alors, qu'est-ce qui permet de dater aussi précisément? Enfin, c'est relatif, bien entendu, mais les poteries, eh bien, c'est que les poteries, elles ont des formes particulières, dont je vais vous parler. Elles peuvent être décorées d'une certaine manière, et c'est la décoration, la forme qui permet de dater des spécimens de poterie par rapport à d'autres. Donc on peut dire, telle poterie appartient à telle civilisation qui est plus développée qu'une autre. Donc, en tant que source pour les archéologues, la poterie, c'est évidemment un élément essentiel, qui permet également de dater des objets qui se trouvent à proximité. Donc dès lors que vous pouvez dater les poteries, et que vous avez des objets, des arbres ou quoi, ben voilà, si vous parvenez à déterminer l'époque où la poterie a été fabriquée et cuite, et vous pouvez dater, par conséquent, des objets qui, eux, ne se prêtent pas à la définition de manière aisée d'une chronologie. Ça va? Alors, ça c'est donc pour la cuisson. Maintenant, je vous parlais de la décoration. Alors la décoration, elle peut avoir plusieurs procédés peuvent être utilisés. Le procédé le plus simple, c'est l'impression. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pot devant vous, vous pouvez imprimer, alors que la pâte est encore fraîche, c'est plutôt à ce moment-là qu'on le fait, des marques avec des objets qui vont lui donner, qui vont la décorer, tout simplement. Ils vont décorer ce pot. Vous avez aussi la possibilité de faire des incisions, autrement dit de graver. Vous pouvez aussi peindre, une fois que la poterie est réalisée, peindre sur la terre cuite. Et vous pouvez enfin ajouter de la matière, par exemple une anse, qui vous aidera à porter. Alors évidemment, il faut que l'anse soit cuite au même moment, sinon ça ne va pas tenir. Donc vous avez retenu 1. L'impression, 2. L'incision, 3. La peinture, 4. Enfin l'ajout de matière. Nous allons passer maintenant aux vêtements. Donc c'est la deuxième type de technique que je voulais développer avec vous donc dans cette seconde leçon que j'ai en première année. Les vêtements. Alors, ce qui est resté, parce que les archéologues, ils travaillent avec des sources. Ce ne sont pas des gens qui formulent des hypothèses s'ils n'ont pas au moins des matériaux qui leur permettent de construire le passé ou d'imaginer ce qu'il fut. Alors, la première chose, ce sont les parures. Alors, les parures, c'est ce qui peut sembler insignifiant, ce n'est pas du tout, mais c'est surtout que c'est ce qui laisse en général des traces dures. Pourquoi? Parce que les parures sont utilisées par les individus la plupart du temps pour se distinguer socialement par rapport aux autres. Donc les parures ont une fonction essentiellement de prestige qui permettent
de se distinguer par rapport aux autres avec des signes de richesse. Alors, les exemples de parures que l'on possède sont surtout des coquillages troués, et l'on passe des fils. Alors quand je dis des fils, entendons bien, c'est des cordes de chanvre à l'intérieur. Ça peut être également des pierres qui ont une forme particulière. On les trouve, et alors vous pouvez les rassembler avec donc justement une petite cordelette, et ça sert de pendentif, enfin vous portez ça autour de votre cou. Voilà. Donc ça c'est ce qui reste concrètement. Maintenant, pour savoir quels étaient les vêtements, ça c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut avoir des sources. Or, vous savez que ce dont je viens de vous parler, ce sont des matières qui restent dans le sol. Hein? Mais les vêtements, ce sont des matières putrescibles la plupart du temps. Quand vous avez une peau, quand vous avez de la fourrure, pensez bien qu'on n'a pas gardé des fourrures d'il y a 10 000 ans. Alors comment fait-on? Eh bien, il se fait qu'il s'agisse principalement de textiles ou même de peau, il peut y avoir des impressions au fond ou sur des peaux qui ont été à proximité d'un textile et qui montrent qu'effectivement on a quelque chose, un tissu, c'est-à-dire quelque chose qui est croisé, mais ce n'est rien d'autre que l'impression, parce que le tissu, lui, il a disparu. On peut avoir des traces de couleur à proximité de quelque chose qui est en argile, par exemple. Mais donc, ce sont des choses qui se sont imprimées parce que c'était à proximité, mais en fait, l'objet lui-même, on ne le possède plus. Alors, pendant le Paléolithique, on ne dispose pas de textiles. Mais en revanche, on sait qu'il y avait des vêtements. Des vêtements en peau. Et comment le sait-on? Puisque les peaux ont disparu, puisqu'il s'agit d'une matière organique qui n'est pas restée, bien sûr. Eh bien, grâce à des outils que l'on a utilisés pour les rendre adéquates, ces peaux, sur le corps humain. Alors, les traces dont on dispose, les outils dont on dispose, ce sont des racloirs, des lissoirs en pierre, qui eux sont restés. Quand vous avez un racloir ou un lissoir, on peut se poser un certain nombre de questions, mais il est évident qu'une des hypothèses les plus probables, c'est que l'on a dépouillé un animal de sa peau, qu'on a gratté, raclé, puis lissé, pour effectivement pouvoir le porter soi-même. Donc vous voyez, on n'a pas la source elle-même, mais on a une source intermédiaire. Un indice. Vous vous souvenez que dans le cours précédent, lorsque je définissais l'histoire, je vous ai dit que l'historien est une sorte d'enquêteur au même titre qu'un membre de la police judiciaire. Il trouve quelque chose, et alors il doit imaginer l'usage que l'on avait un petit peu comme un feuilleton qui passait il y a 40 ans, mais qui passe encore de temps en temps, c'est Colombo, vous savez, hein, il voit un mégot de cigarette ou quelque chose d'un petit peu bizarre, on laisserait de côté, et puis à partir de là, il reconstitue finalement tout un scénario. Eh bien, les archéologues, ils font la même chose. Ils construisent un scénario à partir, mais attention, sur base d'hypothèses, ce ne sont pas des romanciers. Il faut que ça se répète, comme dans toutes les sciences, il faut que l'expérience puisse se répéter. Et la répétition, c'est que ce type de situation se retrouve plusieurs fois. Donc quand vous avez des racloirs à un certain endroit, des lissoirs, etc., voilà, à moins de manquer complètement d'imagination, vous pouvez supposer qu'effectivement, il y avait des peaux qui étaient effectivement traitées. Voilà. Alors, comme autre outil, vous avez des aiguilles à chat.
les aiguilles à chat, donc ce sont des aiguilles, des grosses aiguilles, hein, qui sont en os et qui sont évidées dans une partie, donc ce sont des objets pointus, hein, et par lesquels on passait, même si on n'a plus la trace de... Alors quand je dis, c'est pas un fil, en fait, vous pouvez imaginer que ce sont des nerfs d'animaux. Ben oui, hein, quand vous tuez un animal, ben, il y a des tas de choses, hein, comme vous savez, que vous pouvez utiliser. Ben, ces nerfs étaient passés à travers l'aiguille à chat, et donc on a la preuve que la couture existait bien à l'époque du Paléolithique, donc à l'époque des chasseurs-cueilleurs. L'invention du néolithique, c'est le filage et le tissage. Donc ça, c'est neuf. Ça n'existe pas à l'époque du Paléolithique, donc à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Alors, les matières utilisées. Je vous ai dit à plusieurs reprises que, à partir du néolithique, et progressivement, ça dépend des régions dans lesquelles on se trouve, on va élever des animaux. Alors, élever des animaux, c'est plus intéressant que les chasser. Parce que les chasser, il faut s'organiser, il faut courir derrière les animaux, on n'est pas sûr d'avoir la nourriture quand on veut et tout, tandis qu'à partir du moment où vous les parquez, ou même si vous faites de la transhumance, hein, parce qu'il ne faut pas imaginer que dès le départ, il y a des enclos avec des piquets, des fils électriques, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais donc, là, à partir du moment où vous domestiquez des animaux, ben, vous pouvez retirer de temps en temps donc, des animaux pour votre propre nourriture, et surtout, vous pouvez faire reproduire le cheptel. Et donc, en ce qui concerne l'élevage, on a des traces de l'usage de la laine, parce que les moutons ne sont pas seulement intéressants pour leur chair, mais à partir du moment où vous sélectionnez les moutons, vous pouvez avoir des espèces à laine, et à laine abondante. Hein. Vous avez déjà vu des moutons, hein, parfois il y en a, comment ils respirent, à la limite ils doivent étouffer avant la tonte, bien entendu. Hein. Donc, il y a la laine que l'on va filer, il y a le lin. Alors le lin, on n'en a pas de traces immédiates, mais on a retrouvé, alors là c'est une spécialité des paléobotanistes, donc des spécialistes des plantes, hein, il y a très longtemps. Les paléobotanistes, il y a une spécialité qui s'appelle la palynologie. C'est l'étude des pollens. Donc vous avez des pollens fossilisés qui vous permettent de savoir ce que l'on cultivait à cette époque-là. Ils sont fossilisés, bien sûr. Et donc on sait que l'on cultivait du lin. Donc le lin est d'origine végétale, la laine, n'oubliez pas, est d'origine animale. Autre produit de l'élevage d'origine végétale, c'est le coton. Alors le coton, lui, on le trouve en Amérique et en Asie, principalement. Donc pas dans nos régions. Donc voilà déjà 3 produits qui servent à se vêtir. Donc la laine, le lin et le coton. Alors une fois que vous avez ça, il va falloir filer. Hein, parce que vous êtes fin, hein, si je peux dire, sans faire de jeu de mots, à partir du moment où vous avez des plots de laine, etc., ben vous n'allez pas les coller sur votre corps. Enfin, je veux dire, il faut quand même relier tout ça. Alors, pour le filage, on va, comment dirais-je, on a des traces du filage, parce que l'on a retrouvé des fusains, autour desquels, des fuseaux, excusez-moi, un lapsus, des fuseaux, autour desquels s'enroule la laine, et il y a un contrepoids sous la forme d'une petite rondelle que l'on appelle une fusaïole,
vous avez filé, c'est-à-dire une fois que vous avez tiré les fils d'un mouton ou de la plante, hein, ou du coton, vous avez enroulé ça autour d'un fuseau. Ben, vous êtes de nouveau, j'allais dire, fin avec tout ça. Il faut maintenant le tisser. Tisser, ça consiste en quoi? Ça consiste à établir une trame où les fils se croisent perpendiculairement de telle manière qu'ils puissent former un tout solide. Alors, le tissage, qui est donc l'étape suivante, après le filage, le tissage est une caractéristique donc du néolithique et va permettre donc de fabriquer des vêtements. Alors vous allez dire, mais comment a-t-on la preuve de tout ça? Eh bien parce que justement sur des poteries, lorsqu'il y a une proximité d'un vêtement qui a été tissé, il y a parfois des marques très nettes qui se sont imprimées dans les peaux et qui permettent donc d'identifier une technique propre. Alors maintenant, le tissage, il se fait comment? Mais il se fait grâce à l'invention d'une nouvelle machine, entre guillemets, qui est actionnée par l'être humain, qui s'appelle le métier à tisser. Le métier à tisser. Et ça, on en a des traces. Métier à tisser constitué, ce sont des métiers à tisser en pierre, à l'origine, bon, maintenant ils sont en bois, enfin, on les utilise plus, mais enfin, si vous allez dans certains pays en voie de développement, vous pouvez encore retrouver donc des métiers à tisser en bois. Vous êtes dans certains pays comme ça, en Asie, où on tisse encore véritablement avec des métiers à tisser. Vous avez une personne, un ouvrier, qui sont avec une sorte de clavier, comme pour le piano, pour faire passer la navette. Et donc vous avez un plan horizontal, un autre qui est vertical, et on fait circuler une navette qui va permettre le croisement des fils. On fait ça aussi pour les tapis, bien entendu. Si vous allez en Iran, si vous allez en Arabie, par exemple, vous allez voir que donc chaque fois on va faire passer la navette, parce que sinon ça ne va pas tenir, tout ça. Sinon ce sont des fils des uns au-dessus des autres, et alors vous les voyez alors avec des sortes de peignes pour bien serrer donc la matière qui va former dès lors un vêtement, un tapis ou autre chose. Alors, on a des traces de couleurs, de motifs avec comment dirais-je, ce que j'ai déjà indiqué tout à l'heure dans les découvertes archéologiques. Nous allons passer maintenant, après la poterie, technique essentielle, qui permet d'avoir donc des récipients. N'oubliez pas que ces récipients, à l'époque de l'invention de l'agriculture, vont servir à quoi? Elles vont servir évidemment à conserver le grain pendant la période froide. En hiver, ou quand il pleut, si vous n'avez pas d'épaule, vous mettez ça dans des trous dans le sol, soit ça va pourrir, soit ça va germer. Il n'y a pas 36 solutions, soit ça va geler. Mais bon, donc il faut des récipients à partir du moment où on a une économie de type agricole. Passons maintenant après donc la poterie et après les vêtements, nous passons maintenant aux métaux. Alors, les métaux, ça c'est aussi une caractéristique du néolithique. Parce qu'on a retrouvé pour des périodes qui remontent au paléolithique, donc à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on a retrouvé des minerais mais qui ne sont pas du tout traités. Des pyrites, vous savez, des morceaux de métal que l'on trouve dans le sol, qui ont servi comme objet de prestige, vraisemblablement, mais qui n'ont pas été traités. Pour pouvoir être traité, le métal doit lui aussi être mis dans un four
Et là, vous allez pouvoir le rendre malléable, et puis vous avez déjà vu, puisque dans des films, des forgerons, hein, vous avez ou un laminoir, hein, du métal jaunâtre ou rougeâtre qui est malléable, et que l'on va donner une forme grâce à un marteau, par exemple. Hein. Alors, les métaux, je ne vais en parler ici que pour la période qui va du 5e millénaire au 1er millénaire avant notre ère. La première fonction du métal, ce n'est pas, contrairement à ce que nous pourrions penser, de servir pour faire des armes ou pour faire des outils aratoires, par exemple. Non. Les traces les plus anciennes que l'on possède de métaux qui ont été traités, ce sont en fait des pièces qui manifestement étaient des signes de distinction sociale. Donc c'était des signes de prestige. Ceux qui se faisaient fabriquer ou fabriquaient eux-mêmes donc des pièces métalliques, elles étaient destinées à montrer leur différence par rapport aux autres membres d'une communauté. Autrement dit, si vous prenez une petite comparaison, il faut faire des comparaisons avec vos élèves, c'était un peu des m'as-tu-vu. De la même manière que vous pouvez très bien rouler avec une voiture qui coûte 10 000 €, il y a des gens qui veulent avoir une voiture qui coûte 50 000 €. Elle sera certainement plus performante, je ne dis pas le contraire, mais enfin, c'est aussi un objet de distinction sociale. La même chose pour les maisons. Hein. Il suffit d'avoir quelques pièces, on est très bien là-dedans, mais non, on va avoir sa villa, on va avoir un jardin autour et tout. C'est un peu du tape à l'œil, ça sert à montrer que l'on est, comme on est plus riche, ça veut dire qu'on est supérieur et qu'on fait partie de la classe des dominants, et pas de la classe des dominés. Eh bien déjà, dans la préhistoire, au néolithique, on voit des traces de cela. Donc des gens qui veulent montrer leur différence. Des chefs, on suppose que ce sont des chefs, mais c'était peut-être des gens importants dans la tribu. Alors, à côté de ça, ou plutôt après cela, on a confectionné des outils et on a confectionné des armes. Eh bien, vous savez que la course aux armements, dont on parle beaucoup, hein, on fait référence ici à toutes ces tentatives réussies d'ailleurs du président nord-coréen qui veut montrer qu'il est plus fort que les Américains, eh bien, cette course aux armements, elle existe déjà donc dans la préhistoire, à l'époque du paléolithique et du néolithique. Autrement dit, il y a une véritable course, c'est-à-dire que tel peuple trouve qu'avec tel ou tel métal, on peut forger des armes qui sont plus solides, plus puissantes, et voilà. Donc déjà, à cette époque-là, c'est ce qu'on va voir dans cette histoire de la métallurgie, hein, il va y avoir l'or, le cuivre, le bronze, puis le fer. C'est chaque fois des armes qui sont plus solides. Mais il faut trouver chaque fois des techniques. Vous savez que la bombe atomique, hein, elle n'a été inventée qu'en 1945. Ça ne remonte pas à l'époque Louis XIV. La même chose ici, il faut trouver une technique. Ce n'était pas seulement une technique, c'était lié également à une théorie scientifique, hein, bien entendu. L'idée de couper cette particule élémentaire qu'est l'atome. Hein, donc ça nécessitait des techniques, mais également une théorie scientifique. Eh bien ici, il va falloir donc, pour pouvoir fondre ces métaux de plus en plus puissants, il va falloir augmenter les températures, hein, dans les fours. Alors, on a des traces, donc pour l'époque considérée, d'abord de l'or. Alors, l'or, vous doutez bien que ça n'a pas un grand intérêt quant à la qualité du matériau. Hein. Vous savez que l'or, hein, vous pouvez plier de l'or, hein, c'est pas très solide. Hein. Ensuite, il va y avoir, je dis ensuite, en fait c'est parallèlement, ça se passe à la même époque, donc depuis le 5e, 4e millénaire, on va
cuivre. Alors, pourquoi doit-on réduire le cuivre? Parce que le cuivre, comme plusieurs métaux, ça peut se trouver à l'état naturel. Donc vous pouvez trouver du cuivre, comme du fer dans la nature, à l'état, je veux dire, vraiment des morceaux de fer, quoi. Mais la plupart du temps, ces métaux sont dans une gaine que l'on appelle le minerai. Et donc, pour pouvoir disposer de ce qui se trouve à l'intérieur du minerai, il va falloir fondre le minerai. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir inventer plutôt des fours qui aient une capacité de réduire le minerai pour en faire du minerai pur, enfin du métal pur et malléable. Pour le cuivre, il faut au moins 1000 degrés. Donc vous vous souvenez que c'était 600 degrés pour la poterie, pour la terre cuite, l'argile, 600. Ici, il faut 1000. Pour le bronze, qui est en fait du cuivre auquel on a ajouté 10% d'étain et qui le rend plus solide, il faut 1200 degrés. Pour le fer, il faut 1400 degrés. On va devoir donc concevoir des fours, mais alors cette fois-ci des vrais fours, ce dont je vous ai parlé pour la terre cuite tout à l'heure, c'était en fait un amas de branchages, de broussailles, où on mettait le pot, mais ce n'était pas un four, et puis on mettait le feu de telle manière que ça chauffe très fort. Ici, ce sont des fours qui vont être construits, et l'oxygène va être amené par des tuyères ou des tuyaux de telle manière à alimenter, parce que comment voulez-vous qu'un feu tienne s'il n'y a pas d'oxygène? Sinon le feu s'éteint tout de suite. Donc c'est dans un espace confiné que les températures vont pouvoir augmenter beaucoup plus, bien entendu. Quitte, et c'est ce qui se faisait, bien entendu, à cette époque-là, quitte une fois que le métal a été réduit, on va casser le four qui est dans une oui, c'est pas un four en métal, c'est pas un four en bois, c'est une minerai, évidemment. Donc, en fait, c'est une sorte de gangue au-dessus des branchages du minerai qui se trouve en dessous, qui va permettre de confiner la chaleur. Et puis après, on tape avec un marteau sur cette terre cuite, et puis voilà, on va retirer le métal. On va pouvoir travailler. Donc, je vous disais que pour le bronze, il faut de l'étain. S'il faut de l'étain, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir accès à ce minerai qui vient d'Angleterre ou qui vient, en tout cas, des pays nordiques de l'Europe. Ici, je ne parle que de l'Europe. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais le bronze est bien sûr beaucoup plus solide que du cuivre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est que du cuivre. Chez moi, j'ai par exemple comme ça des objets en cuivre qui servaient pour la cuisine, enfin des objets du 19e siècle. Vous donnez un petit coup de marteau là-dedans, vous avez une fosse immédiatement avec du cuivre. Le bronze, c'est déjà autre chose, c'est beaucoup plus solide. Vous savez que ce soit le cuivre ou que ce soit le bronze, en fonction de l'oxydation, vous allez avoir une couleur qui va dominer, qui est le vert, alors que pour le fer, c'est le rouge, c'est la rouille, quoi. Donc ça vous permet de savoir si effectivement, d'ailleurs si vous avez des tuyauteries en cuivre, encore des vieilles tuyauteries en cuivre que l'on trouve, quand vous n'avez pas de plomb, autrement dit, chez vous, pour le chauffe-eau, des choses comme ça, vous allez voir que ça verdit souvent à l'endroit du joint. La rouille, ça c'est tout à fait banal, vous savez ce que c'est, ça rougit. Donc c'est un moyen de savoir très rapidement de quelle matière il s'agit. Alors
il faut encore une température supérieure. Et pour l'acier, n'en parlons pas. Vous savez que l'acier, c'est une matière extrêmement solide et qui est utilisée dans des tas de secteurs à l'heure actuelle, entre autres le bâtiment, mais pas seulement le bâtiment, pour les machines, pour beaucoup de choses. Hein. Voilà. Nous passons maintenant la dernière invention qui a été annoncée tout à l'heure dans mon introduction. Donc, après la poterie, la céramique, après les vêtements, après les métaux, la roue. Mais la roue, elle va se naître et se développer à partir du quatrième millénaire avant notre ère. Alors, avant d'inventer la roue qui sert à tirer des chariots, des chars, il faut avoir inventé, consciemment ou inconsciemment, le principe de la rotation. C'est la première chose. Or, ce principe de la rotation, on en a des traces, parce que l'on sait que l'invention du feu, vous savez, ça c'est encore une chose que moi j'ai apprise quand j'étais enfant, on disait on tape de silex, hein, et puis on a du feu. C'était une étincelle froide, hein, vous ne pouvez pas en tapant de silex faire du feu, c'est impossible. Hein. Enfin, ce sont des étincelles froides, j'ai des silex, comme celui-là, vous pouvez essayer, vous avez une petite étincelle, mais c'est une étincelle froide, vous ne pouvez pas faire du feu avec ça. Donc en fait, pour faire du feu, comment les gens procédaient lorsqu'on a inventé? Oui, il peut y avoir évidemment des événements naturels, la foudre qui tombe sur un arbre, et alors là, effectivement, on prend du bois si on est un peu courageux, et puis voilà, on a une torche, mais si le feu s'éteint, comment faire pour qu'il se reproduise? Donc c'est ça la question, c'est qu'est-ce que je fais si le feu, dont j'ai tellement besoin pour différents usages, le feu ça sert à d'abord s'éclairer pendant la nuit, ça sert à éloigner les animaux sauvages qui ont peur du feu, souvenez-vous du livre de la jungle, le dessin animé, là c'est la fameuse fleur rouge que demande le roi Louis, parce que c'est ça qui l'intéresse chez les humains, c'est la fleur rouge, donc le feu, parce que ça c'est propre à l'être humain. Donc ça sert aussi à cuire les aliments. Le feu, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Mais donc, le feu, lorsqu'il a été inventé, ce fut par le frottement de tiges de bambou, vraisemblablement, sur une surface plane dans laquelle il y a un trou, où l'on met des fétus de paille, des petits morceaux de bois, et c'est donc l'échauffement, dans le cadre d'un mouvement rotatif, dans ce petit trou où on a mis des fétus de paille, que vous, en frottant, vous avez peut-être vu ça, il y a un film qui est très ancien, qui s'appelle La guerre du feu, de Jean-Jacques Hano. On voit ça quand ils inventent le feu. Et puis voilà, et donc à un moment donné, on voit une petite fumée, alors vite on met une petite feuille, une deuxième petite feuille sèche et tout, et puis à un moment donné, le feu donc, apparaît. Donc le mouvement rotatif, voilà, je veux dire, pour inventer la roue, il faut avoir compris ce que c'est que le mouvement rotatif. Ça, c'est la première chose, même si ça semble n'avoir aucun rapport avec la roue. Il y a ensuite, et là on en a des traces aussi, l'usage d'instruments, d'outils pour perforer des peaux en tournant. Vous savez très bien que si vous avez une peau devant vous, ça ne sert à rien de piquer dedans, donc on doit tourner un petit peu. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des fuseaux, dans le cadre du filage. C'est un objet qui tourne, les fuseaux. Je vous ai parlé également du tour de potier pour tisser. Donc là, on met en œuvre également le principe de la rotation. Alors, la roue, elle, apparaît donc au 4e millénaire avant notre ère. Mais pour que la roue, au sens où nous l'entendons, non plus dans les cas précédents, il faut d'abord avoir compris et inventé la traction animale. Parce que si vous avez une roue et que vous n'avez pas compris que l'animal, il peut vous servir
à tirer des objets pondéreux, ben, voilà. Vous voyez, comme c'est l'addition, l'accumulation de plusieurs techniques, la combinaison, l'assemblage de plusieurs techniques qui va faire qu'à un moment donné, ben, voilà, on va pouvoir tirer. Or, l'attraction animale est évidemment liée à quoi? Ben, elle est liée à l'élevage. Pensez bien que ce n'est pas un sanglier tout à fait nerveux qui va commencer à s'édompter, ce n'est pas un mammouth non plus. Donc il faut que vous ayez dompté, élevé un mouton, un bœuf, un cheval, pour pouvoir tirer quelque chose. Donc la combinaison de l'attraction animale avec la roue va permettre effectivement de se déplacer sur des terrains pour transporter donc des matières pondéreuses. Alors, là, le premier usage de la roue, ça a été l'invention du chariot. Donc, pour tirer vraisemblablement du foin, enfin bon, des céréales ou des animaux eux-mêmes qui sont morts. Donc c'est ça l'usage du chariot avant tout. Alors, de quelles roues utilise-t-on? À l'époque, ce ne sont pas encore des roues à rayons, ce sont des roues qui sont pleines. Donc ce sont des roues qui sont très lourdes, qui sont solides, mais très lourdes. Les roues à rayons sont inventées à partir du moment où on a besoin de se déplacer rapidement en ayant donc un instrument, un support qui soit léger. D'où la naissance, donc l'invention de la roue à rayons, puisque vous évidez l'intérieur de la roue et vous ne laissez dans la roue que donc ces barreaux qui permettent évidemment à la roue de tenir et de relier la roue proprement dite à l'essieu, parce qu'il faut avoir inventé l'essieu aussi, qui relie les roues qui se trouvent de chaque côté du char, ou du chariot, le cas échéant. Donc, le char de guerre est inventé après le chariot. Ces chars de guerre ne peuvent agir que sur des terrains plats, bien entendu. Il y a des batailles célèbres, comme la bataille de Kadesh, première moitié du XIIIe siècle avant notre ère, qui oppose d'une part les Égyptiens et d'autre part les Hittites. Les Hittites qui, soit dit en passant, dès la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, connaissent la sidérurgie. Donc ils connaissent l'usage du fer. Donc ils sont plus puissants dans la course aux armements que les Égyptiens, qui utilisent encore du cuivre ou du bronze. Ils sont plus puissants. Et donc vous avez dans la bataille de Kadesh, plus vraisemblablement, des centaines, voire des milliers de chars qui participent donc au combat. Les chars qui, à l'origine, devaient avoir une fonction de prestige aussi. Ça devait être les chefs qui étaient sur des chars. D'ailleurs, à l'époque celte, le nombre de roues au char détermine la puissance. Donc, les chars à 4 roues, à 2 roues, déterminent la puissance du chef. Vous savez, c'est un petit peu comme les 2 chevaux, les 4 chevaux, les 10 chevaux, enfin vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ici, c'est une technique qui a été mise au point essentiellement pour montrer la puissance, le prestige de chef, et évidemment, ça a été mis alors en œuvre par la suite pour les guerriers qui constituent à ce moment-là, je n'allais pas dire que c'était les tanks de l'époque, mais enfin, bon, un petit peu quand même, c'était une sorte de cavalerie, quoi. Alors, la limite, je viens de vous la donner, c'est qu'il faut que le terrain soit plat. Et s'il n'est pas plat, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, les Gaulois, donc au premier millénaire avant notre ère, ils établissent des routes
terre battue. Mais il faudra attendre les Romains pour avoir des routes pavées. Donc en fait, il ne faut pas croire que les Gaulois étaient des sauvages. Ils avaient déjà de nombreuses routes en Gaule. Mais c'était des routes qui, lorsqu'il pleuvait, bon, là on était tout de suite dans la boue quand même. Hein. Tandis qu'avec les Romains, avec les chaussées romaines qui étaient vraiment des ouvrages d'ingénieurs, on creusait profondément dans le sol, on mettait d'abord des dalles, puis on mettait des pattes. Enfin, il y avait différentes couches, vous avez peut-être déjà vu ça dans des manuels, et puis en plus de ça, c'était pompé de telle manière que l'eau puisse ruisseler dans des rigoles, un petit peu comme chez nous, quoi. Enfin bon, vous avez le caniveau qui permet de concentrer l'eau, et qui alors, chez nous, ça part dans des avaloirs, à cette époque-là. Mais donc, vous voyez, il y a toute une série de techniques. Donc, vous avez entendu la première technique, c'est d'abord le principe de rotation. Il y a ensuite, après la rotation, je vous avais dit, l'attraction animale. Après l'attraction animale, il faut associer la roue à l'attraction animale pour déplacer des objets, des marchandises ou des gens, hein, parce que quand il s'agit de chars de guerre. Et puis, enfin, il faut aussi avoir des routes. Quand vous pensez que dans nos régions, les fameuses chaussées, qui vont devenir de plus en plus nombreuses, ont été construites à partir de 1730, donc à l'époque de la Belgique autrichienne. Donc c'est tardif. Hein. Jusqu'au début du XVIIe siècle, il n'y a pas de chaussée pavée. Moi j'habite à Bruxelles, à Saint-Gilles, et il y a encore la trace de ces premières chaussées pavées qui portent le nom qu'on leur a donné il y a 2 siècles et demi, c'est la chaussée de Waterloo, c'est la chaussée d'Alsenberg, et d'ailleurs il y avait un péage pour pouvoir utiliser ces chaussées pavées. Sinon, si vous étiez sur de la terre battue, c'est un petit peu l'équivalent des péages pour les autoroutes en France. C'est cela. Et c'était, il y avait un système d'adjudication, donc à des personnes privées qui, elles, touchaient, ce n'était pas l'État qui touchait le montant pour pouvoir circuler sur ces chaussées, donc elles faisaient quelques kilomètres, et puis après on était effectivement sur des routes qui étaient en terre battue. Mais ces routes ont joué un rôle important dans le cadre du développement de la révolution industrielle. Parce qu'elle précède la révolution industrielle. Pouvoir déplacer du charbon, par exemple. S'il n'y avait pas eu ces routes, ça aurait été un problème. Donc la densification de ces routes pavées va avoir effectivement un côté multiplicateur, amplificateur, lorsque la révolution industrielle va se développer en Belgique, et elle s'y développe très tôt. C'est le premier pays après l'Angleterre. Alors maintenant, autre mécanisme que l'on va utiliser dans l'Antiquité, où l'on fait usage de la roue, ce sont les norias. L'un d'entre vous, tout à l'heure, m'a posé la question, qu'est-ce que c'est qu'une noria? En fait, c'est une roue avec des palettes. Une énorme roue, hein. Je ne dis pas que c'est la roue que l'on voit au Prater à Vienne, hein, avec vous savez, des sièges qui tournent, hein, mais enfin c'est un petit peu, c'est plus petit bien entendu, mais en fait l'objectif c'est que lorsque vous avez à proximité du Nil ou d'un fleuve, le Nil est à un certain niveau, la terre est par définition plus haute, pour faire venir l'eau du Nil, transporter cette eau dans des canaux pour irriguer les terres, ça se fait avec une noria. Donc, soit ce sont des palettes qui remontent l'eau, soit vous avez des seaux ou des outres qui vont permettre le déplacement de l'eau. Alors, la roue permet également la fabrication de calculateurs astronomiques. La roue permet également la fabrication de rouets, dans le domaine justement du textile. Plus tard, la roue va servir aussi pour fabriquer des brouettes, fabriquer des vélos et fabriquer des automobiles.
entre autres choses. Voilà. Alors, j'en arrive à ma conclusion avant de vous montrer quelques livres. Ma conclusion, c'est que le néolithique constitue certainement, sans aucun doute, une période tournant dans l'évolution de l'humanité, même si le néolithique n'est pas apparu en même temps dans toutes les régions et n'a pas inventé tous les procédés dont je vous ai parlé donc en même temps. D'ailleurs, il y a des régions où la roue n'a pas été possible. Quand vous pensez les Andes, les Incas et tout, comment voulez-vous, hein, qu'est-ce que vous voulez faire avec une roue, hein, des roues, alors que vous avez des montagnes. C'est pas possible. D'où l'usage du fameux lama, hein, et de porteurs de messages de l'Inca d'une région à l'autre. Hein, ça partait de Cusco, hein, la capitale, et ils portaient des messages. Il y avait des relais, hein, à certains endroits, et puis c'était des coureurs à pied. Hein. Vraiment, ils couraient, puis ils faisaient un certain nombre de kilomètres, et puis il y en avait un autre qui prenait le relais, et on continuait comme ça. Et la mémoire, d'ailleurs, des informations transmises se faisait par ce que l'on appelle des quipous. Les quipous, en fait, c'était leur alphabet, si vous voulez, qui permettait de transporter des messages. C'était la mémoire du message initial. Ce sont en fait des petites cordelettes avec des petits nœuds. Et alors, suivant l'endroit où se trouve le petit nœud et le nombre de cordelettes, on sait ce que le gouvernement central voulait dire. Voilà. C'est une forme d'écriture à côté de celle que nous allons voir pour l'Égypte et la Mésopotamie, c'est-à-dire les hiéroglyphes, l'écriture uniforme. Voilà. Sauf que pour les quipous, hein, on n'a pas encore trouvé la solution, la clé d'énigme. On sait que ça servait à ça, en tout cas. Ça servait à ça. Alors, donc, première chose, le néolithique est une période indébutablement essentielle. Il y a en quelques millénaires des inventions fondamentales qui nous servent encore aujourd'hui, ou en tout cas dont les principes sont à l'origine, sur le plan intellectuel ou sur le plan psychologique, d'inventions qui vont venir beaucoup plus tard. Mais le principe était là. Retenez également la deuxième leçon, entre guillemets, que j'ai évoquée dans mon introduction, c'est qu'il ne faut pas trop exagérer sur les ruptures chronologiques. Effectivement, on peut parler d'une révolution, mais entre guillemets, parce que, souvenez-vous que pour la poterie, que pour les vêtements, que même pour les métaux, voire la roue, hein, souvenez-vous de l'invention du feu, il y a déjà le principe qui existe préalablement, même si ce n'est mis en œuvre qu'à l'époque du néolithique. Donc en histoire, il faut voir les discontinuités, mais il faut voir aussi les continuités. Je vous montre maintenant, pour terminer cette leçon, quelques livres. Alors j'en ai pris très peu parce que j'ai déjà fait d'autres leçons sur le néolithique qui ont été enregistrées. Ici je me suis limité aux aspects techniques et artisanaux. De Jean-Paul Demoule, un petit livre qui fait 120 pages. C'est un grand spécialiste, professeur maintenant émérite à la Sorbonne, mais qui est très clair. C'est un ouvrage général. Les origines de la culture, la révolution néolithique aux éditions du Pommier. Alors, Jean Guilaine, qui fut pendant longtemps professeur au Collège de France, la mer partagée, la Méditerranée avant l'écriture, 7000-2000 avant Jésus-Christ, dans la collection plurielle chez Hachette. C'est un gros bouquin, et c'est donc le néolithique sur le pourtour de la Méditerranée. Alors, un ouvrage plus ancien, mais qui peut encore servir, la proto-histoire de l'Europe, le néolithique et le chalcolithique. Les deux auteurs qui ont dirigé ce volume, c'est Yann Licardus et d'autre part Marion Licardus-Itten. C'est dans la collection Nouvelle Clio, qui est une collection que les historiens connaissent bien. Dans la collection Nouvelle Clio, vous avez une partie bibliographique
qui est imposante, hein, ça fait souvent plus de 100 pages. Puis vous avez l'état des connaissances, et puis dans la dernière partie, c'est la situation de la recherche aujourd'hui dans le domaine considéré. Alors un ouvrage, alors là je vous recommande vivement, enfin c'est pas un ouvrage, c'est une revue qui se trouve d'ailleurs à la bibliothèque ici, publiée en mai 2017, donc c'est hyper récent. Donc vous pouvez trouver, ici, bon, je vous montre, ça c'est mon exemplaire, mais il y a l'équivalent donc à la bibliothèque. Donc ça s'appelle Documentation photographique, le néolithique à l'origine du monde contemporain par le Jean-Paul Demoule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est très très bien fait, c'est très pédagogique. Voilà, donc je vous le recommande vivement. Alors je vous montre comment ça se présente. Voilà. Donc vous avez un chapitre, c'est toujours une seule page, et sur la page en vis-à-vis, vous avez donc de l'iconographie, donc vous avez des exemples concrets. Ça va? Donc je vous recommande vivement cette revue. De Jean Guillaine, Les racines de la Méditerranée et de l'Europe, c'est je crois sa leçon terminale, initiale, je ne sais plus maintenant. Parce que les professeurs, oui, c'est final. En fait, les professeurs au Collège de France font une leçon inaugurale, et puis quand ils arrivent à la retraite, ils font une leçon que l'on appelle finale, où ils résument tout le renseignement et montrent les perspectives à venir. Le Collège de France est donc l'institution la plus prestigieuse de l'université française, à Paris. Alors lui-même, la France d'avant la France, en pluriel. Et alors, il existe, c'est à la bibliothèque, c'est ici dans la bibliothèque du local, sous la direction de Maurice Daumas, Histoire générale des techniques des origines au XVe siècle, dans la collection Quadrige, Presse universitaire de France. Donc il y a encore 4 volumes après, sauf faire de ma part, qui concernent donc les périodes plus récentes. Voilà. Donc si vous devez préparer un cours et que vous dites, bah, je manque un petit peu de documentation, vous allez à la bibliothèque et alors on vous explique des tas de choses ici sur l'origine et le développement de l'agriculture, enfin toutes les techniques qui étaient utilisées dans l'histoire de l'humanité. J'ai dit